En matière de droits humains, on a bien évidemment tout un cadre international, avant tout, qui existe et qui est largement reconnu par les États africains. Donc on va dire qu'il y a surtout une convergence de vues à l'échelle internationale, mais il y a bien évidemment aussi des particularités, j'ai envie de dire, liées au contexte africain, aux différents contextes, et à l'histoire africaine, puisque bien évidemment on a cette Union africaine avec son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a mis en place différents textes fondateurs, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, des protocoles additionnels qui consacrent les droits, par exemple, des femmes, des personnes âgées, la Charte des droits du bien-être et de l'enfant. On a une charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance. On a vraiment un corpus qui est assez développé. Donc peut-être que la première particularité, c'est ça, c'est l'étendue de ce corpus en faveur des droits humains d'un point de vue normatif. Et puis la deuxième des particularités, c'est peut-être ce côté, comme on l'indique depuis tout à l'heure, ce côté collectif aussi qui est vu dans l'appropriation et dans la mise en œuvre des droits humains. Il s'agit des droits humains de la personne, mais aussi des peuples et des communautés. Donc dans différents textes, on le sent aussi comme ça. Il y a vraiment une volonté de faire valoir ces droits à l'échelle de la société, à l'échelle des communautés, à l'échelle des familles, etc., y compris en énonçant les droits, mais aussi les devoirs. Et peut-être une des dernières particularités que j'ai envie de citer, c'est le travail très proactif de deux organes principaux en matière de promotion et de protection des droits humains, que sont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine. La première basée à Banjul en Gambie, la deuxième à Arusha en Tanzanie, qui essayent de mettre en œuvre chaque jour ces différents textes, qui essayent de vraiment faire valoir une jurisprudence positive et progressiste aux côtés de la société civile africaine, qui bien évidemment est aussi parmi les premières actrices de l'évolution de ces droits. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un certain écart, un décalage parfois pour certains, entre la réalité de ces textes, en tout cas comment l'Afrique respectueuse des droits humains est énoncée dans les différents textes et les différentes normes disponibles, et la réalité, et les réalités même, des différents contextes nationaux, des situations de crise, des situations de conflit, des violations massives des droits humains que l'on constate régulièrement, des moments de violations massives, etc. Donc c'est ce qui interpelle le plus et ce qui pose question. D'un point de vue aussi très pratique, on se rend compte qu'au niveau des États, il y a une facilité à adopter, à signer, puis à ratifier les différents instruments, mais malheureusement à les mettre en œuvre beaucoup moins. Donc il y a aussi un décalage et un écart en termes de mise en œuvre, d'application des textes tels qu'ils sont prévus. Les dispositions sont en général très avant-gardistes, comme on le décrivait tout à l'heure, mais malheureusement très peu mises en œuvre. Et donc les populations africaines, au final, ne perçoivent pas la réalité des droits qui leur sont octroyés, consacrés dans des textes assez fondateurs, ne ressentent pas finalement cette progression de leurs droits humains au quotidien et font face à des réalités qui sont tout à fait à l'opposé en fait, de la promotion et de la protection des droits humains. Alors c'est difficile de parler de l'évolution générale des droits des femmes en Afrique, tellement les contextes ont été variés, les situations vont à la fois de pays où vraiment des lois ont été adoptées pour faire valoir les droits des femmes d'un point de vue bien évidemment les droits dits classiques, ne serait-ce qu'à la participation politique avec la mise en place de quotas comme dans des pays comme le Rwanda, le Mali ou ailleurs, mais aussi des droits liés à la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc il y a vraiment eu beaucoup de volonté et d'action politique sur ces différents chantiers. Et pour autant, il y a quand même aussi des moments parfois où la situation des droits des femmes souffre encore. Et là, c'est beaucoup plus lié à des contextes de discrimination persistants, de stéréotypes, mais aussi de violations qui sont inhérentes aux sociétés, qui sont encore très imprégnées par ces violations. Je pense par exemple, ne serait-ce qu'à la place de la femme dans certaines sociétés, qui est vue comme peut-être une citoyenne ou en tout cas une personne de deuxième catégorie par rapport à l'homme, où les inégalités sont acceptées et que finalement les femmes et les filles peinent ne serait-ce qu'à avoir droit à l'éducation, droit à la santé, droit à avoir un environnement sain ou droit à travailler tout comme les hommes. Donc ça c'est aussi lié vraiment à l'évolution des mentalités, à l'évolution des sociétés. Il y a aussi toutes ces questions aussi liées aux crises et aux conflits malheureusement qui sont répétées avec leur récurrence et où on sait que
les violences faites aux femmes, les violences sexuelles et basées sur le genre, font partie des armes qui sont majoritairement utilisées. Le viol comme arme de guerre est souvent utilisé et de manière récurrente en République démocratique du Congo, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on l'a vu malheureusement en Côte d'Ivoire, on l'a vu beaucoup au Kenya. Les moments de tension, que ce soit des moments de contexte électoraux, de transition électorale ou même d'élection tout simplement, on voit souvent aussi des moments de violence sexuelle, notamment au Kenya aussi. Donc c'est difficile d'avoir une vision globale de cette évolution. Il y a des évolutions positives en termes d'appropriation de certaines lois, de volonté d'adopter ces lois et de les faire avancer. Il y a pourtant des situations de crise, des situations de conflit qui ont vu des atteintes graves, des violations massives à l'encontre des femmes. Et au milieu de tout ça, il y a des femmes africaines qui, effectivement, essayent de jouir de leurs droits au quotidien. Il y a des sociétés civiles africaines, des organisations féministes qui accompagnent les femmes dans la revendication de leurs droits, pour qu'elles jouissent de leurs droits du début à la fin, dans l'accompagnement aussi de la lutte contre l'impunité des violations qu'elles subissent, avec tout un travail d'accès à la justice. Et j'ai vraiment envie de rendre hommage au travail des organisations féministes là-dessus qui se battent vraiment dans des terrains très complexes. La justice pénale internationale, c'est un très vaste sujet et le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique est vraiment arrivé à un moment effectivement où il est temps de faire un peu un bilan. Il y a également eu tout ce changement, notamment au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, qui peut se prêter en tout cas à un moment de bilan et d'analyse et de réflexion. Ce que l'on constate en tant que société civile sur le continent, c'est quand même qu'il y a eu différents écueils de la part de la CPI, que ce soit vis-à-vis des différentes situations et des affaires qui sont devant cette cour, on a perçu quand même une justice parfois à deux vitesses, ou alors une justice assez orientée qui pouvait s'apparenter à une justice des vainqueurs sur certaines situations, où par exemple un seul camp était visé par rapport à un autre. On sent aussi que pour certaines affaires, les enquêtes n'ont pas pu aller au bout des situations, documenter le maximum de violations et tenir les plus hauts responsables face à leurs crimes et aux violations commises. On regrette que certains hauts responsables n'aient pas pu justement répondre de leurs actes. Et puis bien évidemment, on se rend compte que la Cour pénale internationale est aussi face à la contrainte des moyens. Il faut aussi avoir les budgets nécessaires pour pouvoir mener les enquêtes, avoir des actes de coopération avec les différents États. Donc là aussi, le rôle des États, hein, et là j'aimerais bien qu'on mentionne le rôle des États derrière la Cour, puisqu'il y a quand même tous les États qui sont partis au statut de Rome, qui ont une responsabilité de contribuer au bon fonctionnement de cette Cour, qui pose question. Comment aboutir à des enquêtes de manière approfondie, exhaustive et telle qu'on le souhaite, si les moyens idoines ne sont pas vraiment sécurisés, budgétés chaque année, etc. Ça, c'est peut-être les premiers constats que l'on pose, sont vraiment des questions ouvertes. Et puis, on est dans un contexte aujourd'hui où la relation entre la CPI et les différents États africains s'est parfois détériorée sur la base effectivement d'une perception que la CPI ne serait qu'une instance qui vise d'anciens chefs d'État africains ou des grands auteurs africains de violation des droits humains. C'est une vision qui est quelque part un peu biaisée, puisqu'il faut rappeler aussi que le mode de saisine de la CPI est assez particulier, que certains États africains ont eux-mêmes fait appel à la CPI parce qu'ils indiquaient ne pas avoir la capacité de traiter des crimes aussi graves et justement avaient besoin de l'intervention de cette instance, de dernier recours, encore une fois, qui n'agit que lorsque les autres justices, notamment nationales et les différents échelons, n'ont pas pu y travailler. Donc il y a cette perception qui, malgré tout, qui persiste. Et puis le côté, bien évidemment, qui pose question, c'est pourquoi d'autres dossiers au niveau de la CPI n'avancent pas. Pourquoi le dossier sur l'Afghanistan avance finalement de manière partielle, pourquoi on n'arrive pas à poser des questions sur les responsabilités de l'État américain et des soldats américains en Afghanistan, pourquoi la situation en Palestine n'avance pas plus vite que cela, pourquoi la situation en Géorgie, la situation en Colombie, la situation au Myanmar, on peut en citer. Et pourquoi effectivement les affaires semblent se focaliser davantage sur le continent. Donc c'est plus une question en matière de quelle justice pénale internationale cette communauté internationale souhaite, ce qu'elle veut mettre en place, comment le faire et comment la relation avec l'Afrique peut être renouvelée. Il faut savoir que l'Assemblée des États parties a eu un président africain tout récemment, Maître Sidiki Kaba, qui est du Sénégal, ancien président d'honneur de la FIDH, a aussi présidé à l'Assemblée des États parties de la CPI. La FIDH a quand même fait de cette
Cour pénale internationale une priorité et fait partie des organisations qui ont défendu sa création à l'époque et qui continuent à défendre le principe de l'utilité et de la nécessité d'avoir une justice pénale internationale. Maintenant, tout dépend de comment on arrive à la renouveler et à la transformer pour faire face aux enjeux actuels.